Les gnous sont les fantassins de la savane. Un jour de juillet, on les a vus arriver des plaines de Serengeti en Tanzanie. Ils avaient envoyé devant eux des éclaireurs que rejoignirent bientôt les différentes colonnes de leur peuple innombrable. Aujourd'hui, les gnous entrent dans la plaine de Masai Mara. Bientôt, les différents groupes se rencontreront, se mêleront les uns aux autres pour former la plus formidable armée en marche qu'on puisse imaginer. 1,5 million de gnous, accompagnés de 500 000 zèbres, gazelles ou antilopes. Ils ont marché en quête de leur Eldorado annuel, le pays des Maasai où l'herbe est si verte et où l'eau ne vient jamais à manquer tout à fait. Mais pour parvenir au pâturage promis, il leur faudra vaincre l'ennemi mortel qui les attend patiemment, chaque année depuis des siècles, et qu'ils ne déçoivent jamais. La rivière Mara. Grosse des eaux de toute une saison des pluies, la rivière les attend au tournant de ses méandres. Il leur faudra la traverser en plusieurs lieux, en plusieurs temps. Et la rivière, comme chaque fois, se rebellera, prête à les avaler. L'affrontement fera des morts, mais nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, ils se retrouvent au point de ralliement que l'instinct leur a désigné. Ils se rassemblent et réorganisent leurs troupes en un front cohérent. On se compte, on se reconnaît, on se laisse passer. Bientôt, à la faveur du nombre, on se sentira plus fort, à tort ou à raison. Jusque-là, on a emprunté plusieurs itinéraires distincts. Désormais, on suivra ensemble une route unique, celle de la plus grande migration du monde. Djumbe le gnou est le chef d'un clan. Il aspire à étendre son influence au reste du troupeau. Il se sait capable de diriger les siens vers la terre promise. Il en connaît la route et les dangers. Tout au long du grand voyage, Djumbe devra veiller sur les adultes et sur les jeunes. C'est l'un des grands mystères du peuple gnou. Tous les bébés naissent en même temps, 2 ou 3 mois avant la migration, de sorte que chacun soit en âge d'y participer. 90% d'entre eux viennent au monde en moins de 3 semaines. Pour cela, les femelles sont synchronisées sur le plan hormonal. De plus, le principe des naissances simultanées permet de mieux organiser la protection des petits face aux prédateurs. Les quelques bébés nés en dehors de la période de pointe survivent rarement malgré la vigilance de l'étalon qui dirige leur clan. Djumbe le gnou estime que la pause a assez duré. Il décide de remettre ses troupes en mouvement. Il lui faut mater le mâle qui prétend rivaliser avec lui et aiguillonner la mère et son bébé qui s'attarderaient volontiers. De temps à autre, Djumbe devra accepter de perdre un peu de temps chaque fois qu'un jeune célibataire désirera se mesurer à lui. L'affaire sera vite réglée. On se combat à genoux, on s'effleure à peine et le mâle dominant, vite reconnu dans sa légitimité, dépose sur le sol quelques traces de ses sécrétions préorbitales. Et la longue marche reprend, entrecoupée de courtes pauses où l'on regagne quelques forces. Elle est si abondante, cette herbe, que le déluge a gorgé d'eau. Du fond de l'horizon, d'autres colonnes, d'autres gnous, d'autres zèbres viennent opérer leur jonction avec le troupeau. C'est le dernier point de ralliement avant la rivière. Bientôt, où que porte le regard, la plaine devient brune, rousse, fauve. Les gnous sont assez nombreux pour défier l'immensité. Le bruit est assourdissant. L'odeur des corps et celle des excréments alourdissent l'air brûlant. On croirait pouvoir toucher tant de fatigue et d'angoisse. Car l'ennemi est là, tout près, qui attend. Si le vacarme n'était pas si grand, on entendrait la rivière clapoter. Si la puanteur ne tuait pas les autres odeurs, on sentirait sa vase.
Le peuple gnou s'immobilise. L'heure de la première traversée approche. Quelques animaux prennent l'initiative. Ils s'avancent et désignent à leurs congénères le chemin qui mène à la berge. D'autres les suivent, puis d'autres encore. À cet endroit, la rivière n'est pas très encaissée. Le courant, pour l'instant, n'a rien de redoutable. Premier contact avec l'eau. La rivière se laisse apprivoiser. Elle a l'éternité devant elle. Elle peut bien laisser un peu de temps à ses victimes. Elle les tuera plus tard. Quand passe la migration, mieux vaut pouvoir se réfugier en altitude. Il était une fois deux frères guépards que l'on nommait les mâles de Talek. Naguère, ils avaient kidnappé et fait prisonnière Douma, la guéparde, jusqu'à ce que celle-ci parvienne à s'enfuir. Les mâles de Talek étaient des conquérants. Une femelle, un arbre, un territoire, tout était bon à posséder. Ils scellaient leurs propriétés en y déposant des excréments ou marquaient leurs biens d'une empreinte olfactive qui voulait dire danger. Cette année, en juillet, comme les autres années, les guépards de Talek contemplèrent la multitude en marche. Inutile de se presser. Pour ceux qui se nourrissent de la vie des autres, le temps de l'abondance est revenu. Dans le sillage de la migration se glisseront les guépards et les lions, les hyènes et les panthères. La rivière Mara abrite un groupe de reptiles parents des dinosaures. Elle est leur royaume en même temps que leur terrain de chasse et leur garde-manger. Le crocodile du Nil surpasse par la taille tous les autres reptiles. De ses cousins jurassiques, il a gardé une peau cornée posée sur des plaques osseuses, une puissance redoutable et un encéphale réduit à sa plus simple expression. Voici Mouadji. Comme les autres crocodiles, il aime à se prélasser au soleil sur les berges brûlantes. Il vit sur une anse de la rivière Mara où s'est formée autour de lui une communauté de mâles d'âge comparable. Mouadji est le mâle dominant du groupe. Et l'un de ses congénères, qui ne voulut pas l'admettre, il laissa un jour un morceau de sa mâchoire. Quand la chaleur devient trop forte, les crocodiles gardent la gueule ouverte. L'évaporation rafraîchit alors les muqueuses et régule la température corporelle. Et lorsque ce mécanisme ne suffit pas, il suffit de mâcher dans le vide pour mettre en œuvre un système de ventilation additionnel. Les crocodiles n'ont pas assisté au premier rendez-vous des gnous avec la rivière Mara. Leur heure viendra. Pour l'instant, Djoumbé le gnou reprend son office avec obstination. Activer les marcheurs de la savane, les exciter et les pousser dans la bonne direction quand le sabot s'alourdit, quand la paresse voudrait gagner du terrain. Et la marche devient course. N'oubliez pas, la route est là, qu'ont suivi vos ancêtres et que vous devez suivre à votre tour jusqu'à l'absurde, parce que telle est la loi et que tel est l'instinct.
Cette fois-ci, la rivière se révèle telle qu'elle est, forte, puissante, provocatrice. Les têtes qui s'inclinent vers ces flots s'interrogent. Est-ce bien raisonnable? Mais la raison n'a pas lieu d'être, ici. Il n'y a de place que pour la peur, ce poison ennemi de l'instinct, et pour l'énergie aveugle que met Jumbe le Gnou à la combattre. Pour la deuxième fois, l'obstacle a été forcé. Quelques centaines d'animaux se sont noyés pendant la traversée. Ils sont morts avec discrétion, comme pour ne perturber ni la course de leurs frères, ni à 200 mètres de là le sommeil des hippopotames. Les gnous s'enfonceront plus loin, vers les prairies vertes. Ignorant qu'avant de les atteindre, ils trouveront devant leurs sabots le dernier méandre de la rivière. Et les hippopotames, placides, reprendront possession des eaux qu'ils ne partagent normalement avec aucun autre mammifère. Un charnier s'est formé au creux d'un méandre. Marabouts et vautours se précipitent. Le premier grand festin de la migration est servi. Il y en aura pour chacun, à profusion, jusqu'à l'écœurement. Le coup des vautours déplumés leur permet d'introduire leur bec au plus profond des entrailles. Chez les vautours, même en cas d'abondance, on ne gâche rien. Chaque carcasse sera nettoyée jusqu'à l'os. Un hippopotame mâle tente de faire fuir les braillards qui gardent son repos, mais sa gueule béante, arme de dissuasion très efficace chez ses propres congénères, n'impressionne guère les charognards. Pendant ce temps, le banquet continue, théâtre de rivalités dans lesquelles certains laisseront quelques plumes. Un bébé hippopotame d'à peine 1 an n'a pas encore le cuir dur des adultes. La moindre piqûre d'insecte dans l'oreille ou au creux de la narine peut le rendre fou. Il sait localiser le danger, mais comment se débarrasser d'un si petit adversaire? Le bébé hippopotame a plutôt été élevé par sa mère dans la crainte des mâles adultes qui peuvent le déchirer d'un coup de dent. Il ignore encore presque tout des tiques et autres insectes buveurs de sang que la cohorte des gnous a laissé sur son passage. Une seule solution, l'immersion totale. Sur la rivière, les carcasses de gnous font office de radeaux. Les vautours s'y embarquent l'un après l'autre au gré du courant, mais les rois des airs perdent de leur majesté quand il s'agit d'avoir le pied marin. Un vautour navigateur. Bébé hippopotame n'a jamais vu cela. Le spectacle mérite qu'on le voie de plus près. Un hippopotame adulte a été plus rapide et c'est lui qui s'approche en premier.
Ses intentions ne sont pas pacifiques. Trop de volatiles encombrent son territoire. D'un coup de gueule, il débarque le charognard qui se trouve jeté à l'eau à quelques mètres de là. L'oiseau doit remonter le courant. En général, ses ailes lui servent à voler, mais puisque l'occasion s'en présente, il les utilisera pour nager. Frustré de n'avoir pu s'approcher du vautour, le bébé hippopotame s'intéresse à l'embarcation d'où il l'a vu se faire éjecter. Une nouvelle déception l'attend. L'objet délavé par les flots n'a plus d'odeur, ni aucune forme de consistance qui inclinerait au jeu. Pendant ce temps, le vautour naufragé revient à bon port, où, comme d'autres victimes, il déploiera ses ailes au soleil, jusqu'à leur séchage intégral. Même pour un hippopotame adulte, un cadavre de gnou reste un objet de curiosité. La décomposition, si rapide à pareille température, le gonfle d'air comme un ballon. Aussi longtemps que le jeu l'amusera, l'hippopotame pourra le plonger dans l'eau et s'émerveiller de le voir toujours remonter. Djoumbé le gnou a conduit son troupeau vers des affleurements de sel. Des générations de gnous, mais aussi d'éléphants, de zèbres ou d'antilopes ont façonné ces rochers. D'année en année, des millions de langues se sont posées sur la pierre pour y lécher les sels minéraux dont le corps a besoin. Pendant la migration, le territoire de Djoumbé le gnou se déplace avec lui, comme un tapis volant dont il faudrait sans cesse baliser les limites. C'est pourquoi un arbre, dès qu'une pause le permet, est appelé à recevoir les sécrétions musquées des deux glandes situées à la commissure de l'œil. La grande migration est une cohorte constituée de plusieurs convois. En tête viennent les gnous, les zèbres, les autres herbivores. Sur les côtés et derrière le peloton arrivent les lions, les guépards. En dernière position, les nettoyeurs de la savane, hyènes, marabouts, vautours et chacals. Après leur passage, les seuls signes des carnages seront quelques os et un peu de cuir. Pour les gnous comme pour les autres animaux, avec la nuit ne vient pas forcément le temps du repos. La savane bruise de mille cris et la mort rôde plus encore que le jour. Ce soir, elle s'incarnera peut-être en une famille de hyènes joueuses, en un renard ou en un lion solitaire. Djoumbé le gnou réprime les transgressions qui peuvent survenir à la faveur du relâchement nocturne. Les jeunes mâles, pendant le grand voyage, aussi bien que lors des pauses,
doivent demeurer en lisière du troupeau et n'ont aucun droit d'approcher les harems des mâles adultes. Sans cesse, Djoumbé maintient la cohésion du troupeau, remet de l'ordre quand la discipline vient à manquer. Plusieurs heures avant le lever du jour, quand l'air est encore frais, il donne le signal du départ. C'est demain que les gnous affronteront les épreuves les plus dures de leur voyage. Demain, surtout, qu'il leur faudra survivre, s'ils le peuvent. Pendant la nuit, tandis que grogne le lion, on voit glisser sur l'herbe l'autotion discret, que l'on pourrait confondre avec le chacal. Il cherche les insectes, les fruits, les œufs ou les souris qui constituent l'essentiel de son alimentation. La nuit, en somme, la savane ne retient pas son souffle. Elle vibre et respire. Elle exhale l'odeur de la vie et celle de la mort. Le soleil s'est levé. Taille, femelle vautour de l'espèce Oricou, survole la plaine où s'attardent quelques centaines de gnous, exténués. À coup sûr, tous n'auront pas la force de repartir. Certains se sont blessés en traversant la rivière. Le jeune vautour qui attend sa mère au nid sera gavé, autant qu'il le voudra. Les blessures les plus fréquentes qu'occasionne la traversée de la rivière Mara sont des fractures. En particulier, les derniers animaux qui passent s'enfoncent dans les fondrières qu'ont creusées leurs prédécesseurs dans la vase. Ils tombent et se brisent les jambes. Ils doivent alors renoncer à poursuivre leur course. Il ne leur reste qu'à attendre les prédateurs qui voyagent dans leur foulée. Une foule de lions, guépards, panthères dépend de la grande migration pendant cette période de l'année. Chaque prédateur scrute la masse des voyageurs pour y détecter l'animal affaibli ou blessé, ou encore celui que trop de fatigue jettera bientôt sur les flancs. Les zèbres et les gnous n'ignorent pas qu'ils sont suivis, épiés en permanence. Eux aussi se tournent vers l'arrière pour y distinguer le visage de la mort. Une lionne part en chasse. Elle se nomme Kigori. Le corps tendu, plaqué au sol pour plus de discrétion, elle s'élance, sans se soucier de ses congénères. Kigori la lionne observe les proies qui passent devant elle, si proches, si vulnérables. Elle s'approche encore. Les gnous sortent des hautes herbes les uns après les autres. Kigori se laisse abuser par ce défilé. Le gnou suivant, celui qui n'est pas encore arrivé, celui qui transpercera dans un instant le rideau doré, sera son préféré.
Elle l'attend trop. Tous les gnous sont passés. Elle les a tous manqués. Dans la grande confusion du troupeau en marche, Kigori se fait assister par une congénère. Elle abandonne l'idée de choisir. Le premier animal venu fera l'affaire. Le voici. Il y a longtemps que Ngaya et les girafes de son clan se sont éloignées de la route empruntée par la grande migration. Mais elles peuvent encore, de là où elles se trouvent, contempler cette course à la mort qui les inquiète et met leur nerf à vif. À peine son gnou tué, Kigori l'a abandonné pour se repaître avec ses sœurs d'une carcasse de zèbre. L'animal, celui dont la patte était cassée, vient d'être tué sans gloire par une vieille lionne à peine valide. Tout le clan se rassemble pour se nourrir. Les temps de pénurie ne sont pas éloignés au point qu'on les ait déjà oubliés. Voici 2 mois à peine, la faim faisait son œuvre, affaiblissant les corps et tarissant le lait dans la mamelle. Aujourd'hui, tout cela paraît si ancien, si obsolète. Les lionceaux feront ainsi l'apprentissage des saisons. Dans la savane, il y a celle de la douleur et celle de l'insouciance. Kigori est la sœur de Simba la lionne, morte depuis 3 semaines. Avec d'autres femelles du groupe, Kigori a pris soin des enfants de Simba qui se sont joints à ses propres lionceaux. Et la vie a repris normalement, comme si à l'image de la course effrénée des gnous, rien ne devait jamais s'arrêter. Les rituels sociaux, les cérémonies des caresses et des coups de langue, les marques d'affection ou de fraternité sont restés inchangés. Bientôt, Simba la lionne, si courageuse face à la douleur et à la mort, sera tout à fait oubliée. Dans la savane, les lions morts ne se transforment pas en légende. Non loin de là, la carcasse du gnou tué par Kigori est restée sans surveillance. En fait, l'animal n'est pas mort, mais en état de choc. Cette forme d'évanouissement fait partie des inventions que la vie a mises à la disposition des proies. Elle permet de se faire passer pour mort et, dès qu'une occasion se présente, de s'enfuir à toutes jambes. Il y a 3 heures, un zèbre est mort. Les lionnes l'ont entamé, mais le moment du lion est venu. Et aujourd'hui, le lion déjeunera seul. En contrebas, près de la rivière, règne ce calme dont on dit qu'il précède les drames. Par centaines de milliers, les gnous boivent et se rafraîchissent. Et l'on pourrait presque croire que la rivière est désormais leur allié.
2 millions d'herbivores, cet instant était un avant-goût du bonheur. C'en est déjà fini, il faut repartir. Le but à atteindre est proche, à portée de sabot. Il ne leur reste plus à franchir qu'une seule épreuve. Dans quelques heures, ce sera la fin de l'histoire. Pour près de 100 000 d'entre eux, la mort. Et pour les autres, la terre promise. L'heure est venue, et la rivière attend le sacrifice qui lui est promis. Déjà, des éclaireurs ont laissé la trace de leur passage. La tension monte dans le troupeau. Des étalons se battent, des femelles rassemblent les petits. Tous s'agitent. Une femelle va montrer le passage. Elle traversera en premier. Puis viendront les autres, à la grâce du fleuve. À leur tour, Mouadji, le crocodile et ses compagnons se mettent en place. Aucune grande migration ne s'est jamais faite sans leur participation. La traversée se fait dans la douleur. L'eau emporte tout sur son passage, le pied se tord sur les rochers. Ce jeune gnou se noiera s'il ne parvient pas à reprendre ses forces et à rétablir son équilibre. Le courant est trop fort. À cet instant, l'instinct ne donne pas de recette pour vaincre la mort. Il tétanise seulement chaque muscle, chaque nerf, dans une volonté éperdue de survivre à tout prix. Le gnou en difficulté parvient à rejoindre le gros de la troupe. Ses forces ne résisteront plus longtemps au courant qui lui fouette les flancs et peut-être à la mâchoire d'un crocodile en immersion. Ça et là, une carcasse lui laisse entrevoir le destin des gnous, trop faibles que la rivière assassine. Alors, dans un sursaut, il poursuit son effort, resynchronise ses membres pour aller juste un peu plus loin. Enfin, c'est fait. La berge qu'on laisse plus se présente, plus ferme, sous le sabot tremblant. Plus loin, par derrière, la traversée continue. Les gnous et les zèbres se bousculent, s'entassent les uns sur les autres. Le courant les pousse vers l'aval, là où les turbulences sont plus fortes encore. Cette année, Mouadji et ses frères crocodiles n'auront pas à tuer. La rivière le fera pour eux. Il ne leur reste qu'à se mettre en place et à attendre.
Les crocodiles se contentent chaque année de 50 repas en moyenne. Pour eux, la grande migration est l'occasion de se gaver en prévision des disettes à venir. Chaque saison, ils guettent cet instant où le sol se met à trembler sous le pas des migrateurs. La migration passée, ils reviendront à un régime plus frugal, en espérant qu'en octobre, la terre tremblera de nouveau quand les herbivores auront pris le chemin du retour. La plupart de ces animaux ont déjà accompli le grand voyage plusieurs fois dans leur vie. Ils en savent les dangers, ils en connaissent les risques, mais ils demeurent fidèles au rendez-vous immémorial que leur fixe leur instinct. D'autres, plus jeunes, découvrent pour la première fois que la rivière peut vous faire tomber. Et tomber encore. Jusqu'à vous faire abandonner l'idée même de survivre. Quand celui qui croyait mourir s'est enfin affalé, vivant sur les rochers de la berge, il tourne son regard vers l'arrière et ne voit partout que des frères qui luttent à leur tour. Il y a ceux qui réussissent et ceux qui renoncent. La rivière a vaincu le jeune gnou qui ne veut plus se battre et rebrousse chemin. Il se retrouvera isolé sur la berge que son peuple a quittée, livré aux prédateurs qui l'attendent pour leur prochain repas. De l'autre côté, celui qui a su réussir se redresse et rejoint les adultes. Il a gagné à la fois sa bataille, sa dignité et sa place sur les pâturages de Masai Mara. D'autres le rejoindront, arrière-garde pressés après tant d'épreuves, de toucher au but. Lorsqu'ils traversent la rivière, les gnous ne se soucient jamais de savoir si la configuration de la berge opposée leur permettra de remonter sans encombre vers la terre ferme. C'est là la principale cause de mortalité de la grande migration. Mwadji et ses compagnons s'avancent vers les carcasses qui les attendent. En quelques heures, ils vont les démembrer, les réduire en quartiers prêts à être avalés. Car le crocodile ne se sert de ses dents que pour tuer ou pour détailler la viande. Nul ne sait vraiment depuis combien de temps les gnous entreprennent leur grand voyage. Cependant, des fossiles retrouvés sur le site d'Olduvai prouvent que leurs ancêtres migraient déjà de Serengeti à Masai Mara, voici plus d'1 million d'années. De cette grande migration, on ignore également les causes réelles. Le Masai Mara ne manque jamais d'eau, mais d'autres contrées mieux accessibles se trouvent dans le même cas.
Dans l'esprit d'un crocodile, une pierre qui affleure à la surface de l'eau avec des couleurs de chair ambrée doit être un vrai régal. Mouadji, lui, met le croc sur un amoncellement de viscères qui lui donneront du fil à retordre. De celui qui voudrait dévorer une pierre ou celui qui voudrait avaler des intestins gonflés d'air, lequel trouvera dans son butin le plus de satisfaction? Finalement, c'est la pierre qui fera l'unanimité en recueillant les suffrages des deux participants. Le soleil se couche sur une migration qui s'achève. En octobre, ils reviendront, les gnous et les zèbres, avec leur cortège de carnassiers irrésistiblement attirés, cette fois par les plaines du sud. La rivière les attendra encore, prête une fois de plus à leur offrir le plus grandiose requiem de toute l'Afrique.